Installez-vous confortablement. C'est l'heure de la pause RH, le podcast qui révèle les histoires inspirantes des DRH. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses d'une transformation express, celle de Penny Lane. En quelques années, cette start-up est passée d'une idée un peu folle à une scale-up de plus de 800 collaborateurs. L'idée folle ? Créer un logiciel de gestion pensé d'abord pour les dirigeants et non pour les cabinets comptables. Pour aller au bout de cette vision, les fondateurs ont fait un pari original. Créer leur propre cabinet comptable, recruter des équipes et tester leur technologie en conditions réelles. Une fois la solution éprouvée, Penny Lane a changé de cap. Fermeture du cabinet interne, se consacrant pleinement au logiciel et une nouvelle page s'ouvre avec un défi de taille, faire évoluer les métiers, les rôles, les trajectoires et surtout embarquer tout le monde dans cette transition. Alors comment recruter plus de 600 personnes sans perdre son ADN ? Comment rester agile quand tout s'accélère ? Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Marine Bustaret, VP People chez Penny Lane. Et c'est Philippe Munieri, associé chez BDO et grand passionné de Penny Lane, qui lui tend le micro aujourd'hui. Bienvenue dans la pause RH. Bonjour Marine. Bonjour. Qui es-tu Marine ? Quel est ton parcours ? Je suis la DRH de Penny Lane depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Moi, j'ai à peu près une quinzaine d'années d'expérience en RH. J'ai un double diplôme RH et psychologue. Et donc, depuis quasiment 15 ans, je suis dans les boîtes qui se transforment et qui sont en hypercroissance, dans le milieu de la tech, plus particulièrement. Et donc, je suis passée après dans tous les jobs RH pour arriver sur le poste de DRH. Et te voici maintenant DRH de Penny Lane depuis déjà 4 ans. 4 ans. Tout à fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre Penny Lane et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce projet à l'époque ? Ouais, déjà j'ai un super job, donc J'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment un périmètre où je m'éclate. Moi, il y a 3 choses qui m'ont fait rejoindre Penny Lane et qui sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et souvent, les candidats me le demandent. Et quand on accueille les nouveaux arrivants, on me le demande aussi. Et c'est toujours d'actualité. La première des choses, c'est le produit. C'était hyper important pour moi d'avoir un produit dans lequel je crois, qui répond à un vrai besoin, qui résout des vrais problèmes pour des vrais gens au quotidien. Ça, c'était important d'avoir un impact sociétal. Et je trouve que Penny Lane y répond. Le deuxième enjeu, c'était le poste, tout simplement. Il fallait tout créer, puisqu'en fait, il n'y avait pas de département RH. Donc, j'ai eu la chance de créer ce département et de créer mon équipe et de insuffler une stratégie RH. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, puisqu'en fait, on est tellement en croissance que en fait, le poste que j'avais il y a 4 ans n'a rien à voir avec celui que j'ai aujourd'hui. Donc, c'est hyper intéressant. On est en permanence en train de se renouveler. Et la troisième raison pour laquelle j'ai rejoint l'entreprise, et c'est toujours le cas, c'est le COMEX, puisque j'ai rencontré tous les fondateurs. Et j'ai rencontré aussi tous les fonds à l'époque. Et voilà, et donc c'est une équipe avec qui je m'entends très bien. On est hyper alignés sur la stratégie RH. Non pas qu'on ait la bonne, mais on a la même. Ce qui est très important pour pouvoir monter des projets. Et donc aujourd'hui, voilà, ce triptyque me permet d'être toujours à fond. Alors, merci. Ce qui est important de préciser, c'est que Penny Lane existe depuis fort peu de temps, finalement. Ouais. C'est une entreprise jeune, création fin 2019, début 2020. Et on a une croissance extraordinairement importante depuis lors. Et si tu devais résumer l'évolution du département des ressources humaines, de la partie des ressources humaines de Penny Lane, en quelques grandes étapes, ce serait quoi pour toi ? Ouais, effectivement, on est passé de 100 collaborateurs à un peu plus de 700 et je pense qu'on sera un peu plus de 800 d'ici la fin de l'année. Donc en 5 ans, c'est effectivement de l'hypercroissance. Pour moi, en RH, il y a eu à peu près 2 phases. Et je me demande si on n'est pas un tournant d'une 3e phase. La première des phases, ça a été vraiment la construction de l'environnement RH. Et donc là, c'est les basiques. Donc ça va être le légal, l'organisation, la gestion de la performance, la gestion du recrutement, parce qu'en fait, pour faire grandir, il faut qu'on ait une machine de recrutement. La construction de l'équipe. Donc là, on a vraiment mis l'accompagnement des managers, très important, qui m'a beaucoup occupé les premières années. Donc ça, on a vraiment posé les bases pour avoir un système RH qui fonctionne et qui permette d'accompagner le business au quotidien. Et donc ça a duré à peu près 2 ans, 2 ans et demi, même si on est toujours dans l'itération, parce qu'en fait, ce qu'on a construit il y a 4 ans n'est évidemment plus d'actualité, et donc on est en permanence en train d'itérer, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est un peu la base de Penny Lane.
Et puis là, on est dans une deuxième phase où on se permet, parce que les bases sont solides, d'aller vers des projets RH plus complexes et aussi parce que le business le nécessite et la population le nécessite. Et ça, c'est vraiment ma conviction profonde, que la RH, on ne fait pas de la RH pour faire de la RH, on fait de la RH pour répondre à des enjeux business en mettant l'humain au centre. Et c'est pas que des mots, on peut avoir le meilleur produit, si on n'a pas les bonnes personnes au bon endroit au bon moment, il se passe rien. Et donc c'est en permanence, et en revanche, faire des projets qui ne répondent pas à un enjeu business, ça ne sert à rien non plus. Donc c'est en permanence en train de coller aux enjeux de Penny Lane et à la croissance du produit pour dire, ok, bah du coup, d'un point de vue humain, voilà ce à quoi ça correspond. Et donc là, on est dans cette phase-là de projets plus complexes. Donc là, on va parler de compétences, on va parler d'accompagnement des carrières, on va parler de mobilité, on va parler de gestion d'organisation plus complexe, on va parler aussi de collaboration transverse, etc., etc. Et on aborde une troisième phase qui est vraiment la croissance au-delà des frontières, où on s'exporte et aussi avec un peu une taille critique quand on dépasse 800 000 personnes, où là on est carrément dans un autre système RH. Alors tu parlais de fondation, chaque étape nécessite d'avoir des fondations solides. Ouais. Et c'est important de rappeler que à la base, au tout début, PIN s'est créé en cabinet d'expertise comptable, inscrit sans problème, pour tester le produit. Et puis, vous avez décidé chez PIN de fermer le cabinet pour se lancer dans l'édition du logiciel à part entière. Et alors, comment ça a été vécu, cette bascule côté RH ? Ouais, donc ça, alors c'est typiquement ce que je disais. On décide quelque chose de très fort en Comex d'un point de vue business, et ensuite, ça c'est mon rôle que de le décliner en stratégie RH pour que ça fonctionne. Donc, hyper intéressant. Les gros enjeux qu'il y a eu à ce moment-là, ça a été d'identifier les trajectoires de chacun, ce que ça allait impliquer en termes de gestion du changement, et comment on allait faire évoluer les collaborateurs. Donc il y a une partie des collaborateurs, en fait, notre cabinet a été revendu à un autre cabinet, et on a posé la question aux collaborateurs en disant « Qu'est-ce que vous souhaitez faire ?» À l'époque, c'était que des comptables. Évidemment, qui faisaient de la compta. Donc, il y en a qui ont désiré y aller, parce qu'en plus, on avait choisi un cabinet très apprécié chez nous, donc en fait, qui avait tout simplement envie de continuer à faire de la comptabilité. Et puis, il y en avait qui étaient très intéressés justement pour faire autre chose. Et donc, tout le travail, ça a été de conduire ce changement et de se dire, OK, comment ces personnes-là qui aujourd'hui faisaient de la compta auront de la valeur ajoutée demain chez nous. Donc, conduite du changement, accompagnement des mobilités, et puis après, itération. Parce qu'en fait, ces personnes-là, elles ont besoin de quoi ? De formation, peut-être d'un accompagnement managérial un peu spécifique, d'un accompagnement RH très certainement spécifique, etc. Et donc, petit à petit, au fil des mois, on les a fait basculer de poste. Donc, la partie transition est une partie importante qui implique des changements forts. Tu nous avais parlé là de difficultés éventuellement que tu as pu rencontrer et comment tu as pu y pallier. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été vraiment importantes et qui ont dû être traitées dans cette phase de transition ? Il y a forcément eu du stress des collaborateurs. Donc nous, un des enjeux prioritaires en RH, déjà, c'était de former les managers actuels et futurs à les accompagner. Nous, RH, d'avoir une grosse écoute, hyper important. Toujours être dans l'écoute et de dire, OK, on soulève les doutes ensemble. Et parfois ça marche et parfois ça ne marche pas, et c'est OK de se le dire. Toujours être dans la transparence. Ouais. Ça, c'est un principe chez Penny Lane, dans tout, pas du tout qu'en RH. On dit la vérité aux gens. C'est tout bête à dire, mais en fait, c'est pas le cas partout. Alors, il y a des choses qu'on peut pas forcément dire tout de suite, ou dans les termes qu'on a évoqués en Comex, parce qu'en fait, il y a différentes phases, etc. Mais on est hyper transparent. Donc, quand on a décidé de dire on va se refocuser sur le SaaS, on l'a dit à toute la boîte. On l'a évidemment dit d'abord aux gens concernés. On leur a dit vous allez avoir le choix de choisir, etc. Bref, on a été dans la communication et dans la transparence. Et du coup, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne que ces gens-là, ils se confient aussi. Et donc du coup, ils disent moi je le sens pas. En fait, vous m'avez proposé un poste sur de l'account management, mais moi j'ai plutôt envie de faire de la formation. Et on s'en parle. Et après, on accompagne. Parfois, c'est possible avec de la formation, du management. Parfois, ça l'est pas. Et voilà. Donc, il y a eu un enjeu de désamorcer le stress
Et puis après, il y a eu un deuxième enjeu dans la durée de pilotage de la performance. Il y en a, c'est incroyable. Ça s'est révélé et on s'est dit, mais c'est dingue, il y a des comptables qui sont devenus product managers. Donc c'est vraiment les gens qui sont dans le produit à créer les nouvelles fonctionnalités du produit et qui apportent une valeur ajoutée géniale parce qu'ils sont experts comptables, parce qu'ils connaissent par cœur, etc. Et franchement, j'ai pas souvenir de gens qui vraiment se sont dit, je me suis planté. Il n'y a vraiment pas eu ça. Alors, c'est très très intéressant. Mais alors, moi j'entends ce que tu as dit à l'instant, c'est il y a eu la phase où il y a eu un choix qui a été proposé aux collaborateurs, soit de continuer dans un cabinet d'expertise comptable, soit de se lancer dans l'aventure PIN. Qu'est-ce qui a fait que, pour ceux qui ont choisi de continuer l'aventure, qu'est-ce qui les a fait adhérer à ce projet ? Alors déjà, je pense, quand je repense un peu aux personnes, c'est des gens qui avaient vraiment envie de vivre le projet Penny Lane. Ouais. Donc en fait, ça joue vachement. C'est des gens qui étaient un peu picousés Penny Lane et qui avaient envie de pousser le produit plus loin. Et donc c'est des gens qui avaient un peu envie de sortir de la pure comptabilité. Bien sûr. Et donc ça, c'est des choses aussi que nous, on décèle au recrutement pendant les entretiens de performance, etc. Et c'est vraiment dans l'ADN de Penny Lane. Il y a beaucoup de gens comme ça. La majorité des gens sont comme ça chez Penny Lane. C'est des gens qui ont, plutôt que de vivre un job, ils ont plutôt envie de vivre un projet. Et donc, en fait, qui sont assez curieux. Et que si vous arrivez à gagner leur confiance, en disant l'organisation va t'accompagner. Moi, c'est ce que je promets à tous les nouveaux collaborateurs tous les mois. C'est chez Penny Lane, vous allez grandir professionnellement et personnellement. Pas forcément dans ce que vous avez imaginé, mais c'est sûr que l'organisation va vous faire grandir. Et donc, du coup, c'est des gens, quand on leur dit, en fait, nous, on te voit au produit, nous, on te voit à la formation, nous, on te voit côté commercial, etc. Et ben, les trois quarts, on dit banco. Ouais. Et en fait, comme on connaît très bien notre population et qu'il y a un binôme RH et manager, on a aussi, nous, en amont, on a regardé toutes les personnes. On s'est dit, lui, il irait bien là, etc. Et donc après, on en parle. Alors, on est dans une phase qui a été amorcée déjà depuis un moment, puisque la start-up Penny-N est devenue ce qu'on appelle une scale-up pour les francophones que nous sommes. Ce sont des start-up qui ont trouvé une pérennité économique. Oui. Penny-N, vous êtes passé de 100 à plus de 700, bientôt 800, tu en parlais tout à l'heure. Et ça en très peu de temps. Ça change quoi concrètement dans ta façon de recruter ? Ah, bonne question. Alors déjà, le recrutement, ça a été un des premiers piliers que j'ai mis en place quand je suis arrivée chez Penny Lane. On n'avait quasiment aucun développeur informatique. Enfin, on en avait, mais on avait une petite équipe et on devait exploser les scores. Et donc, j'ai créé ce qu'on appelle une machine de recrutement. Je pense qu'on peut le dire comme ça, mais dans le bon sens du terme. En fait, le recrutement, c'est un métier extrêmement difficile, extrêmement technique et assez méconnu. Donc, première chose que j'ai faite il y a 4 ans maintenant, mais qui est toujours valable aujourd'hui, c'est que j'ai créé une équipe d'experts, de techniciens, dont c'est le métier, etc. Et après, aujourd'hui, ce qui change par rapport à il y a 4 ans, il y a toujours les basiques, c'est-à-dire qu'on a un outil très puissant, on a des process très puissants, on a différentes étapes de recrutement qui ont chacun un but, etc. On fait des cas pratiques, ce qui est aussi très efficace. On a ce qu'on appelle, nous, des go-no-go comités, donc si on a un doute, on n'y va pas. On forme évidemment les managers. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est qu'on le fait de manière plus industrielle. Donc il y a plus de monde. Par contre, on prend très peu de gens. Enfin, en fait, sur le nombre de gens qu'on voit, on est toujours très exigeant parce que Penny Lane, on a conscience que c'est pas fait pour tout le monde. Et c'est pas du tout une question de snobisme ni quoi que ce soit. C'est que il faut avoir envie de faire partie de l'aventure. Et donc ça, je le disais il y a 4 ans, mais on le dit encore plus maintenant. On est très transparent, encore une fois, parce que c'est notre ADN, pendant les entretiens de recrutement, en disant voilà ce que vous allez vivre chez Penny Lane, voilà ce que vous n'allez pas vivre aussi. Et en fait, c'est pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Oui. On n'est pas les meilleurs, loin de là. Mais il faut le savoir parce que c'est concrètement ce que vous ferez demain, quoi. Et il y a des gens qui disent en fait, ça me convient pas. Et je préfère 1000 fois ça plutôt qu'on se retrouve quelques mois après où en fait, ça marche pas. Aujourd'hui, ce qui nous a permis aussi de recruter massivement, c'est qu'on a développé par rapport à il y a 4 ans toute notre marque employeur. Oui. On est déjà plus connus
qu'il y a 4 ans en France. Mais au-delà de ça, on a beaucoup travaillé sur justement les différents métiers de Penny Lane. Parce que pour un comptable, on recrute énormément de comptables qui ne font pas de comptabilité chez nous, qui font plein d'autres métiers. C'est très contradictoire. Et c'est très contradictoire. Et donc, du coup, il faut expliquer. Oui. En fait, t'es comptable, mais tu vas peut-être faire ci ou peut-être faire ça. Est-ce que tu as une appétence pour ça, même dans ta vie personnelle, et on va te former, etc., etc. Donc, les recruteurs sont formés à ça, les managers sont formés à ça aussi, à projeter les collaborateurs dans de nouveaux postes. Et ce qu'on a aussi énormément développé par rapport à il y a 4 ans, c'est les mobilités internes. C'est-à-dire qu'on a énormément de gens qu'on fait évoluer en parcours. D'accord. Voilà, qui changent de poste. Alors, alors juste pour que tout le monde comprenne bien, tu es entouré d'une équipe de combien de personnes uniquement dans la partie RH? Un peu plus de 30 personnes. Ah, vous êtes quand même 30 personnes. Ouais. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Et depuis combien de temps? Ça a été, j'imagine, évolutif? Ouais, ça correspond un peu aux phases dont je t'ai parlé avant. Donc, en fait, alors l'équipe la plus grosse, c'est l'équipe recrutement, oui. Évidemment. Et donc, en fait, on a 3 équipes majoritaires, une équipe de recrutement, une équipe d'opération qui font tout ce qui est administratif, paye, contrat, avantages, etc. Mais en fait, c'est lourd parce qu'on est en France et on a plus de 100 personnes à l'international. Oui. Dans des pays et des pays différents, avec des droits du travail différents. Et ensuite, on a l'équipe, ce qu'on appelle HRBP et développement RH, qui accompagne les managers au quotidien, qui font vraiment des binômes. Et donc, l'équipe a vraiment, vraiment grossi il y a 18 mois, je dirais. D'accord. Oui. Alors, la notion d'exigence transpire dans tout ce que tu dis, la mise en place de tout un tas d'outils, une équipe formée, très prête à prendre en charge tous ces nouveaux collaborateurs. Mais comment on fait pour garder le cap chez PIN? Comment on fait pour garder l'exigence sur du recrutement dans des volumes aussi importants, dans des temps aussi courts? Alors ça, les techniques n'ont pas changé depuis 4 ans. En fait, et ça va paraître hyper basique, mais franchement, ça marche. Ouais. Et pour le coup, moi, dans toute ma carrière professionnelle, j'ai toujours eu ça et en vrai, ça fonctionne. Il faut cette fameuse machine. Donc, il faut un outil, il faut un process très clair. Mais quand je dis process, donc nous, on travaille avec la méthode WOO, on n'a rien inventé, c'est très connu. Entretien structuré. Chaque personne, donc il y a le WOO, il y a le cas pratique, il y a le dernier entretien, il y a le fit équipe, etc. Enfin, ils ont des objectifs différents. On ne mesure pas la même chose. On a ce fameux comité à la fin, on y va pas. Voilà. Ensuite, pour que cette méthode fonctionne, et on l'a encore présenté hier, parce qu'on fait une V2, on a formé ce qu'on appelle nos hiring managers, donc les managers qui sont amenés à recruter au sein du process. Et comme je disais, le recrutement, c'est compliqué. Et les 3/4 des managers ne savent pas recruter. Et c'est OK, c'est pas leur job. Donc en fait, c'est à nous, RH, de leur apporter cette expertise-là. Et c'est aussi pour ça, et ça je le précise parce que très souvent c'est un écueil qu'on fait, en tout cas que moi j'ai fait, et que j'ai pas fait chez Penny Lane. Moi chez Penny Lane, je ne suis entourée que de recruteurs seniors. Et ça c'est très important. C'est des gens qui sont assertifs, qui sont experts de leur domaine, qui ont 10 ans d'expérience, entre 8 et 15 ans d'expérience, qui sont capables de tenir tête, entre guillemets, à des managers, qui sont capables de les conduire, de leur dire c'est ça et c'est pas ça, etc., qui vont piloter tout le cycle de recrutement. Donc ça a été un parti pris fort aussi que j'ai fait. Je voulais qu'ils soient là de A à Z, ils connaissent leur population par cœur, ils sont spécialisés dans des métiers. Donc c'est très efficace et donc du coup, ils ont l'adhésion du métier parce qu'ils savent exactement de quoi ils parlent. Et donc c'est eux et c'est une de nos valeurs, ça s'appelle l'ownership radical chez nous, donc c'est-à-dire le fait de prendre des responsabilités. Elle est partout chez Penny Lane, qu'on soit stagiaire ou membre Comex. Et donc mon équipe, moi c'est vraiment ce que je leur demande. Ils ont envie d'avoir de l'impact, ils vont au feu. C'est eux qui sont responsables de leur recrutement de A jusqu'à Z. Donc ça c'est très important, ça fonctionne, ça rassure les managers. Et donc ensuite, process qui marche. Donc là, il y a beaucoup d'écrémage, beaucoup. Et une fois qu'on y va, il y a le comité. On a un doute, on n'y va pas. Ça, c'est la règle. Ça, c'est vraiment la règle, même si on est mal et qu'on est en sous-effectif, etc. Et après, et pour moi, ça fait partie du recrutement aussi. Et ça, c'est un truc qu'on fait, que j'ai mis en place quand on est arrivé et vraiment qui est puissant. C'est le pilotage de la période d'essai.
Donc là, c'est plus côté recrutement, mais c'est côté HRBP. Les managers sont formés, il y a des process, il y a des outils, il y a des questionnaires, il y a des objectifs de période d'essai pour aussi ne pas prendre que le collaborateur se sente encadré, que ça soit bienveillant. Et donc toute cette période-là, pour moi, de la personne où on l'a recruté jusqu'à la fin de sa période d'essai, entre guillemets, il est encadré, quoi. Alors, le partage des valeurs se fait du stagiaire jusqu'au COMEX. L'agilité est un point, j'imagine, très important pour toi, pour tes équipes, mais également pour l'ensemble des collaborateurs de PIN. J'imagine aussi une notion de passion, parce que pour rentrer dans un cycle aussi fou, il faut avoir une dose de passion. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, l'agilité, du point de vue de Marine? Ça, c'est un vaste sujet. Agilité chez Penny Lane, c'est un indispensable, donc qui est vraiment mesuré lors du recrutement. Ça passe par plein de choses différentes et en fonction du poste qu'on va occuper, on ne va pas avoir la même définition. Pour autant, effectivement, quand on rejoint Penny Lane, et c'est pour ça que j'insistais dessus, on en parle en termes très transparents pendant le process de recrutement, c'est pas fait pour tout le monde. Et on a un peu envie de vivre un projet un peu... on sait qu'on vivra pas ça 10 fois dans une vie, quoi. Parce que ça peut être un peu fatigant. Donc je compare toujours Penny Lane comme la vague de surf. Il faut avoir envie de surfer sur la vague, de prendre la houle, et c'est aussi ce qui nous motive. En fait, tous les gens qui sont chez Penny Lane, c'est quelque chose qu'ils ont envie de vivre. Et donc effectivement, cette agilité, elle est indispensable parce que vous allez être amené, votre périmètre va peut-être doubler en 6 mois, votre équipe va passer de 2 à 15. En fait, on va vous changer de job, mais pas parce que vous le voulez pas, mais parce qu'en fait, c'est génial, il y a une nouvelle opportunité. Et donc du coup, ce pourquoi on vous a recruté n'est plus ce que vous faites au quotidien 6 ou 8 mois après. Et en fait, ça, il faut le prendre comme une opportunité. Si vous le subissez, c'est super compliqué. Ouais. Et donc, en fait, c'est OK de ne pas avoir envie de le vivre. Mais du coup, il faut le savoir parce qu'on n'est pas encore dans une phase de Penny Lane où on est mature. Et donc tout est en transformation. Donc on est en permanence en train de proposer des projets à des gens. Et c'est pour ça que la valeur de l'ownership radical, des responsabilités, avoir envie d'avoir de l'impact, c'est quelque chose qui fait partie de l'agilité. Il faut avoir envie de vivre dans un contexte mouvant. Il faut avoir envie que tout soit pas très clair. Il faut avoir envie de créer un peu son poste. De prendre les responsabilités, ça c'est très dans l'ADN des fondateurs. Arthur le dit tout le temps, proposez-nous des idées, challengez-nous, dites-nous quand on va pas dans la bonne direction, etc. On a créé des organes aussi pour décentraliser au maximum l'ownership, les responsabilités de chacun. Et donc ça, on le traite au recrutement et après, on le développe chez Penny Lane. C'est-à-dire qu'on fait des formations sur la collaboration, sur comment on gère notre temps, comment on gère nos priorités, etc., pour développer ça au sein des collaborateurs. C'est très intéressant, je te remercie. C'est une aventure exceptionnelle, hein, Penny Lane, on ne va pas se le cacher. Hein, des sociétés, des aventures comme Penny Lane, il n'y en a pas tous les ans. Hein, donc il faut avoir envie de rentrer dans un cycle comme ça. Alors, la notion d'agilité, je l'ai bien comprise, mais comment tu t'évalues cette notion d'agilité, cette notion d'envie de rejoindre cette aventure chez un candidat? Comment ça se passe? Alors, pareil, en fonction du poste, on ne va pas le faire de la même manière. En tout cas, moi, je dirais plusieurs choses. La première chose, c'est que je le dis de manière très transparente. En fait, je dis au candidat, il va se passer plein de trucs, ton poste n'est pas complètement défini, il faut que tu sois prêt à aller sur telle ou telle chose. Deuxième chose, c'est pour ça qu'on met en place un cas pratique. Ça, c'est très efficace. Parce que pendant le cas pratique, en fait, on ne prend personne à revers. Donc, en fait, c'est des questions que vous préparez en amont. Quand vous êtes prêt, vous envoyez votre présentation, vous présentez ce que vous avez préparé. Donc, l'idée n'est pas du tout de mettre en difficulté. Au contraire, l'idée est de plonger le candidat dans ce qu'il fera demain. Et d'ailleurs, très souvent, les gens disent « c'est super » parce qu'en fait, j'ai vraiment compris ce qu'était le job. Donc ça, c'est vraiment un truc que je recommande. Et du coup, pendant ce cas pratique, parfois on va dire « ah ok, mais du coup, si par exemple ça arrive de telle manière, comment tu réagis, etc. » pour voir la capacité du candidat à rebondir.
Et puis après, on va lui poser, on va regarder son CV, on va aussi lui poser des questions. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Quels sont tes drivers? Quelles sont tes motivations au quotidien dans le travail? Et encore une fois, il n'y en a pas de bonne ou de pas bonne. C'est juste que si la personne dit, moi, j'ai besoin que tout soit carré, alors on a besoin de gens carrés. Hein. On a beaucoup de gens carrés. Le milieu d'expertise comptable nécessite de la rigueur, il n'y a pas de souci. Mais on va un peu tester. Est-ce que la personne a envie de vivre un projet? Est-ce qu'il a eu plusieurs postes dans sa vie? Ou alors, s'il ne l'a pas eu, est-ce qu'il a envie de le vivre? Et notamment, c'est ce que j'expliquais avec les comptables. Il y a plein de comptables qui sont en cabinet et qui nous disent « j'ai plus envie de faire de la comptabilité ». Et en fait, par contre, j'ai envie de rester dans cet univers parce que j'adore la compta. Mais j'ai envie de faire autre chose dans cet écosystème. Voilà, donc c'est détecter la motivation et ce qui fait lever le candidat tous les matins. C'est passionnant. Alors d'abord, je me posais la question, vous êtes combien de recruteurs exactement? Alors ça change tous les mois. Ah. La date. Donc là, ma responsable recrutement me tuerait. Ils sont à peu près une vingtaine. Ouais, non, un peu moins, plutôt une quinzaine. Bon. Qu'est-ce qui est non négociable dans la culture Penny Lane pour un candidat? Enfin, pour Penny Lane. Pour rentrer chez Penny Lane? Ouais. L'ego, ça c'est non négociable. On a la chance d'avoir des fondateurs, pareil, ils me tueraient si je dis ça, hyper humbles, qui nous conduisent au quotidien. Et ça, c'est vraiment une des valeurs de Penny Lane, c'est se remettre en question, ne jamais rien prendre pour acquis, partir du principe qu'on n'est jamais arrivé. Célébrer, évidemment, les succès, mais toujours se dire comment je pourrais faire mieux, écouter les équipes. Moi, je dis toujours, je recrute des gens meilleurs que moi dans leur domaine d'expertise. Je n'ai aucun ego par rapport à ça. C'est comme ça qu'on va plus loin. Et c'est ce que j'essaye de diffuser un maximum auprès des collaborateurs. On ne peut pas être bon partout. Donc, mettons les gens là où ils sont bons. Donc, quelqu'un qui aimerait rapporter la couverture à lui, ça, c'est carton rouge. No way. Et puis, c'est pas tant rédhibitoire en termes de culture, mais comme je le disais, quelqu'un où on sent qu'il va pas être épanoui chez Penny Lane, on n'y va pas, même s'il est super fort techniquement, parce qu'on sait que ça va pas être du gagnant-gagnant, quoi. Bon, alors, la culture de la start-up, c'est une chose, on l'a quittée, on est dans une structure qui a grossi très rapidement, comme on l'a tous compris depuis le début de cet entretien. La notion d'agilité est un point très important. Comment on fait pour la garder, cette agilité, en devenant une scale-up? Et tout à l'heure, tu parlais, on n'est pas encore dans un statut de maturité totale, mais cette notion d'agilité, elle va quand même être le fil conducteur, sans doute, le fil rouge de l'évolution de la société. Ouais. Comment on garde cette agilité RH, du point de vue RH? Oui, alors déjà, entre guillemets, l'organisation est plus rigide qu'il y a 4 ans. Et certes. En fait, c'est sain, et heureusement, ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Donc, nos organisations sont plus matures, notamment à la tech, aux produits, parce qu'on est très drivé par le produit, orienté par le produit. Donc, là, les organisations sont plus matures. Donc, l'agilité, il faut qu'on la réinvente. Et d'ailleurs, il y a des personnes qui ont quitté Penny Lane qui nous ont dit « moi, je préfère rester dans les petites entreprises ». Ouais. Et du coup, je m'y reconnais moins. Je trouve que c'est une preuve d'intelligence énorme. Bien en sûr. Fait, trop bien. Parlons-en, enfin, et super, en fait. Et tu as contribué vachement à Penny Lane et on t'en remercie. Et voilà. Donc, il y a des gens qui ne seront pas faits. Donc, en fait, d'un point de vue RH, c'est avoir aussi le courage d'avoir cette agilité de se dire qui sont les bonnes personnes. Est-ce que c'est toujours les bonnes personnes? Est-ce que les personnes qu'on recrute, on est toujours dans les mêmes personnes? Bien sûr. Pas que, en fait, parce que les personnes qui ont construit Penny Lane il y a 4 ans ou il y a 5 ans, c'est pas forcément les personnes dont ils sont super dans l'organisation maintenant, mais si on doit recruter des nouvelles personnes, on prend peut-être des gens plus seniors qui ont vécu des organisations plus matures et qui vont du coup nous apporter une connaissance qu'on n'a pas sur comment on fait passer de 500 à 1000, comment on fait passer de 800 à 1500. Quelqu'un qui était là quand on était 20, il la connaît pas forcément. Donc, en fait, c'est cette complémentarité et cette agilité-là de savoir faire travailler les gens ensemble. Et donc, pour répondre à ta question de comment conserver cette agilité qui est essentielle à la créativité, à faire pousser le produit plus loin, etc.,
C'est pas facile. C'est pas facile. Nous, on a pris le pari de miser sur l'humain. Donc, ça passe par de la formation sur la collaboration transverse, sur l'organisation matricielle, ce qu'on appelle matricielle. Nous, on est beaucoup en vertical. On est en train d'introduire le matriciel, donc c'est-à-dire des gens qui vont collaborer en projet entre départements. Donc, tout ça, c'est pas évident. C'est de manière transversale. Ouais, exactement. Donc, ça, c'est comment on met ça en place. Former les managers, inventer des nouveaux métiers qui vont mettre aussi de la fluidité dans les process, etc. Et puis, ça paraît tout bête, hein, mais discuter, être dans la communication, prendre le feedback, et ça, c'est hyper important. Nous, on fait un questionnaire toutes les 6 semaines, on prend le pouls de l'équipe, de toute la boîte. On l'a encore fait cette semaine, on a dit, et surtout, on communique les résultats. Par équipe, et on est transparent. Là, ça va moins. On a beaucoup de chance, on a un score incroyable. Franchement, c'est génial, les gens sont hyper enthousiastes. Mais n'empêche que quand il y a des petits trucs, on ajuste. Ok, donc là, il y a une équipe. Ok, donc là, moi, je vais vers mes RH, on y va, on discute avec les managers, qu'est-ce qui se passe, on relève le terrain, etc. En fait, le principe, et ça, c'est vraiment l'ADN de Penny Lane, on n'est jamais arrivé. En fait, il faut jamais partir du principe que ça roule. Donc, quand ça roule, c'est super et on est heureux de ça. Non, pour arriver à 1000 personnes ou 1500, moi, je sais ce qu'il reste à faire, quoi. Voilà, je regarde plutôt ce qu'il reste à faire. Alors, la communication est un point très important, je l'entends. Les process, les outils, l'organisation, la structuration de l'équipe RH a dû progresser de manière assez importante. Et est-ce qu'il y a certaines pratiques RH qui ont dû évoluer avec la croissance et avec celles que tu imagines dans les mois ou dans les années qui viennent, est-ce qu'elles vont évoluer encore et de quelle manière selon toi ? Alors, c'est quoi ta vision ? Ouais, alors ça évolue tout le temps. Je pense que je fatigue un peu mon équipe. Donc ça, c'est, encore une fois, moi, c'est mon ADN de ne jamais être arrivé. Et c'est évident que ce que j'ai mis en place quand je suis arrivée n'est plus du tout valable maintenant et qu'on l'a déjà réitéré et on a déjà fait une V10, quoi, de tous les process RH. Donc ça peut être un peu fastidieux et surtout ça peut être, au bout d'un moment, il faut faire attention parce que ça peut être non lisible pour les collaborateurs ou les managers parce qu'en fait on change tellement tous les 6 mois. Finalement le process de performance, on va rajouter ça. En fait on va changer d'outil. En fait on va ajouter tel moment fort RH dans l'année, etc. Donc c'est toujours compris parce qu'en fait, encore une fois, moi, je suis obsédée par coller au business, donc je ne fais rien juste parce que c'est marrant de le faire ou que c'est innovant en RH. Je le fais parce que je ressens un besoin RH, soit parce que je l'ai vu, soit parce que je l'anticipe. Donc, c'est pas du tout que je remets en question la légitimité de changer le process, c'est plutôt que parfois, il faut faire attention à la conduite du changement. Il faut faire aussi en sorte que les gens aient le temps d'absorber ce process-là. Donc ça, c'est important de mesurer, donc de prendre un peu des garde-fous. Donc oui, tout a évolué depuis 4 ans. Donc moi, j'ai posé des bases. Donc ces bases sont toujours là, mais c'est plus du tout les mêmes bases. Donc ça va être dans la gestion du CSE, qui n'est plus le même, la performance, le plan de formation, ce qu'on appelle, nous, les carrières pass, donc toutes les grilles de compétences, etc. Donc tout, voilà. Donc tout évolue. Et donc là, par exemple, on a un vrai sujet outils. On arrive à des limites d'outils qui étaient super jusqu'à présent, RH, et qui maintenant, on se pose la question de se dire, et c'est très très habituel dans une boîte qui est en hypercroissance, ok, là peut-être qu'on a besoin d'aller sur la Rolls-Royce de tel sujet parce que c'est un peu limité. Non pas que l'outil soit pas bon, l'outil est très bon, mais l'outil est fait pour une boîte de X personnes. Et donc là, moi, j'ai besoin d'avoir plus de fonctionnalités, donc j'arrive à la limite. Voilà, donc c'est tout ce qu'on est en train d'envisager pour les années à venir. Ça a peut-être appelé le développement d'un outil Penny Lane RH. Ne sait-on rien. Ne sait-on rien. Alors, une fois qu'on a recruté, il y a la partie qui est essentielle, qu'on parle d'embarquement. Tu parlais de période d'essai également, mais du point de vue du salarié qui arrive tout fraîchement chez Penny Lane. En plus, c'est pas une personne par mois. Hein, c'est globalement juste. J'ai compris que c'était mensuel. Il y avait des wagons de nouveaux collaborateurs qui arrivaient. On peut parler de plusieurs dizaines. Tout à fait, tous les mois. Donc nous, c'est ce qu'on appelle la semaine d'onboarding. Donc c'est effectivement les gens qui arrivent par promotion. Voilà, on appelle ça des promotions.
pour vraiment instaurer un esprit d'équipe. Et donc là, on a travaillé pareil, on a beaucoup itéré sur cette semaine qui a évolué, mais pas tant que ça en fait depuis 4 ans. Qui avait déjà été très bien instauré par les fondateurs. Donc ça, c'est vraiment... parce que moi, je suis arrivée au bout d'1 an, mais les fondateurs, jour 1, ils se sont dit que c'était clé. C'est là où je trouve ça chouette, parce qu'ils ont une vraie vision humaine de leur boîte. Et donc, cette semaine d'onboarding, elle est hyper clé. Nous, elle nous prend beaucoup de temps et on pense que c'est extrêmement important. Il y a une statistique, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais un collaborateur sait au bout de 2-3 jours s'il va rester dans l'entreprise. Donc en fait, quand on passe 3 mois à recruter quelqu'un et qu'on l'attend 3 mois avec un préavis, je pense qu'on peut passer quelques jours pour l'accueillir correctement. Et que c'est tout aussi clé que le recrutement. Donc nous, oui, ils arrivent par promo en début de mois pendant 4 jours et ils sont pris en charge de A à Z. C'est très intense, où ils vont découvrir tout Penny Lane. On va leur présenter tout Penny Lane. Ils vont faire des masterclass avec nous. Tous les membres Comex présentent leur département. Ça commence par Arthur, notre CEO, qui fait une présentation de 3 heures sans slide. C'est génial. Les gens adorent, évidemment, parce que c'est hyper inspirationnel. Donc, tous les membres Comex présentent. Ils vont toucher le produit. Ils vont lettrer, ils vont faire plein de manipulations, même si on n'est pas comptable, peu importe le job chez Penny Lane, hyper important, clé essentielle à la réussite chez Penny Lane. Ils vont avoir des moments sympas de détente entre eux. Ils vont avoir des moments de lecture, bref, il y a plein de choses pendant une semaine. Ils sont pas lâchés d'une semelle. Et après, à la fin de la semaine, on a un questionnaire de satisfaction et en fait, c'est une des choses qu'ils préfèrent dans toute leur vie chez Penny Lane. Et donc, c'est d'autant plus important parce que nous, on a 60% de notre population qui travaille en télétravail. Ah oui, donc entièrement, c'est très important. En France et à l'international. Oui. Et cet accueil pendant une semaine, sauf raison personnelle, il est chez nous dans nos bureaux. Donc, tout le monde vient. Donc, c'est vraiment l'auberge espagnole. Et donc, c'est hyper important que les gens y soient imprégnés Penny Lane pendant 4 jours pour que aussi, une fois qu'ils soient chez eux, ils se sentent faire partie de l'entreprise, etc. Donc ça, c'est hyper important. Après, on a plein d'autres événements où ils reviennent dans l'année. Mais oui, cette semaine d'onboarding, elle est clé. Et après, cette semaine globale Penny Lane, chaque département a ce qu'on appelle des accueils spécifiques pendant 1 ou plusieurs semaines, où là, la personne va être prise en charge par une personne du métier, pas que le manager, où là, elle va apprendre tout sur son métier Penny Lane. Est-ce qu'on peut considérer justement que ce que tu viens de présenter à l'instant, ça fait la différence pour fidéliser les talents dans un contexte d'hypercroissance importante? Ouais, moi je pense que c'est clé. En tout cas, je pense que c'est clé. Fidéliser sur la durée, je sais pas, parce que là, je pense que c'est plus sur tout ce qu'on va proposer après. En tout cas, c'est ultra clé pour que les gens se sentent bienvenus. Et ça paraît tout bête, hein. Mais quand on arrive dans une nouvelle société, on l'a tous fait, c'est un peu stressant. Jour 1, moi, ce que je demande à mon équipe, c'est que les gens se sentent les bienvenus, se sentent accueillis, attendus. C'est hyper important. Et qu'ils aient l'impression, enfin, c'est pas une impression, mais qu'ils ressentent qu'on a envie qu'ils soient là et qu'ils fassent partie du bateau. Bah déjà, si vous ressortez de ça, au bout d'une semaine avec ça, vous rentrez chez vous le week-end et vous vous dites « Ah là là, mais c'est dingue, parce qu'en fait, Penny Lane, ils sont gentils, mais dans le bon sens du terme. » En fait, je trouve que ce mot est hyper galvaudé, la bienveillance, etc. En fait, j'ai vraiment à cœur qu'on leur fasse comprendre que, oui, Penny Lane, c'est une aventure professionnelle incroyable, mais c'est avant tout une aventure humaine. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire transparaître cette première semaine. Et je pense que dans les premiers jours, vous attendez plus de vous dire « En fait, je suis entourée de gens sympas. Oui, c'est ça. Et je suis entourée de gens intelligents, très bien, qui ont de l'ambition, et le produit est super. Mais en fait, surtout, j'ai été accueillie. » Et je pense qu'une fois que vous avez ça, eh ben, vous avez tout ce qu'il vous faut ensuite pour aller tout défoncer professionnellement, quoi. C'est un peu magique. Très bien. Alors, on va parler de demain, mais ouais. On va essayer de regarder... on va faire un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Avec le recul, s'il y avait une chose que tu referais exactement pareil, et une chose que tu ferais sans doute différemment, quelle serait-elle ?
Je ferais plein de trucs. Ce que je referais pareil, c'est que... alors je me répète, mais ce que je referais pareil, c'est que je collerais au business en permanence. Je comprendrais les enjeux, je comprendrais ce que c'est que le métier, je comprendrais ce que vivent les équipes au quotidien pour adapter ma stratégie RH. Parce que tout part de là. En fait, c'est toujours ce que j'ai fait et jusqu'à présent, ça a bien marché. Donc, écouter, ne jamais partir du principe qu'on sait. Écouter le business, comprendre, parfois dire oui, parfois dire non, avoir l'assertivité d'être droit dans ses bottes. Ce que je referais aussi pareil, c'est que je recruterais mon équipe comme je l'ai fait assez vite, sans avoir peur de trop recruter. Parce que, en fait, les RH dans une boîte en hypercroissance, c'est essentiel. Et je parle évidemment pas de moi, mais que des gens dont c'est le métier vous entourent et vous aident, notamment quand vous êtes manager. C'est hyper compliqué d'être manager en milieu d'hypercroissance. Être entouré par quelqu'un au quotidien dont c'est le métier, t'inquiète, ça va aller, là tu l'as pas vu, mais moi je l'ai vu, et en fait on va bosser ensemble, et il y a machin qui va pas bien. Et machin. C'est essentiel pour que ça fonctionne. Sinon, vous perdez beaucoup de managers. Bien sûr. Ce que je continuerai à faire aussi, c'est faire des projets concrets. En fait, c'est hyper important. Ça, c'est un conseil que je donne, qu'on m'a donné aussi. Les RH, ça peut être nébuleux et ça peut faire peur parce que ça touche à l'humain. Il y a plein de gens qui n'ont pas envie d'y aller parce qu'ils savent pas faire. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, et souvent c'est mal interprété. Ça peut être interprété comme des gens qui peuvent être froids ou qui peuvent être maladroits, etc. C'est surtout des gens qui savent pas, en fait. Et donc, il faut désacraliser un peu les RH. Il faut les rendre concrets, coller au business, expliquer pourquoi c'est une valeur ajoutée et que c'est pas un truc pénible à faire, et donc faire des trucs qui vont aider les gens au quotidien. Voilà. Et ce que je changerais, plein de trucs, évidemment, j'ai fait plein de bêtises. Peut-être, là, c'est quelque chose sur lequel je vais mettre un accent ce semestre, peut-être plus armer mon équipe. Parce que mine de rien, c'est des gens incroyables, j'ai une chance folle. Je suis entourée de gens extrêmement brillants, sympas, gentils, tout ça, qui font extrêmement bien leur boulot. Mais du coup, je les armerai plus pour gérer les émotions des autres. On est un réceptacle, hein, donc de beaucoup de choses. Gérer les clients difficiles parfois, qui sont en stress. Voilà, être plus pour prendre de la hauteur. Comme dit une de mes managers, faire la girafe. Je trouve que c'est une très belle métaphore. Voilà, je pense que je le ferai plus tôt. D'accord. Voilà, pour les aider. Demain, une RH vient te demander conseil. Elle est dans le début d'une phase de croissance, même d'hypercroissance. Tu lui dirais quoi? Plutôt quelque chose que tu aurais aimé recevoir comme conseil il y a peut-être 2-3 ans. Ouais. Écoute le business, passe du temps à regarder. N'aie pas peur de dire que la RH c'est important. Fais des projets que j'appelle quick win, donc fais des projets qui ont de l'impact rapidement. Montre, démontre, parle de la RH, explique, dédramatise, construis ton équipe, n'aie pas peur de t'entourer de gens meilleurs que toi, hyper important, connais-toi toi-même, connais tes forces, et du coup entoure-toi de compétences que tu as moins, forme tes managers. En fait, tu ne seras pas sur le terrain, c'est eux qui le seront. Ouais. Donc ça, si tu as un budget à aller chercher, c'est celui-là. Forme tes managers, c'est hyper important. Ne les lâche pas d'une semelle. Et puis, itère. Et puis, tu te trompes, c'est pas grave. Commence, itère, fais une V1, fais une V2. Mets en place petit à petit. Marine, je pense que j'ai pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Je pense que tout le monde aura bien compris les difficultés et les enjeux et l'intérêt de ce poste de DRH et de ces fonctions de ressources humaines au sein d'une entreprise en croissance, en hyper-croissance, me le dirons. Merci Marine. Merci d'avoir partagé cette pause avec nous. Si l'histoire vous a inspiré, parlez-en autour de vous, abonnez-vous et retrouvez-nous très vite pour un nouveau récit de DRH passionnément engagé.